Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée assez provocatrice. Et si la civilisation occidentale était en fait en train de faire machine arrière? C'est la thèse d'Étienne-Alexandre Beauregard, et on va la décortiquer ensemble. Alors comment va-t-on aborder ça? Voici le plan. D'abord, on va essayer de définir ce fameux concept d'anticivilisation. Ensuite, on va plonger dans l'histoire pour voir d'où ça vient. Puis on regardera les conséquences très concrètes sur nos sociétés aujourd'hui. Et enfin, on explorera les pistes proposées pour, je cite, reconstruire le bien commun. Bon, première étape. Anti-civilisation, le mot est fort, c'est clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Pour bien le saisir, il faut d'abord revenir à la base et se poser la question, mais au fond, c'est quoi la civilisation? Alors voilà le truc. D'un côté, on a la vision classique. La civilisation, c'est ce long processus qui nous apprend à maîtriser nos pulsions, nos désirs immédiats pour pouvoir vivre ensemble en paix sous une loi commune. Mais ce que dit Beauregard, et c'est là que ça devient troublant, c'est que depuis la fin du XXe siècle, on assisterait au mouvement inverse, une sorte de libération des pulsions individuelles qui vient fragiliser tout l'édifice social. Ok, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Cette idée d'inversion, elle ne sort pas de nulle part. Pour la comprendre, il faut regarder dans le rétroviseur et se pencher sur les grandes cicatrices du XXe siècle. C'est là que tout commence. La question centrale, c'est vraiment celle-ci. Comment se fait-il que notre époque soit devenue si méfiante envers ce qu'on appelait autrefois le bon sens, la norme, les gens ordinaires? D'où vient cette suspicion? Et là, on voit comment les idées s'enchaînent, c'est fascinant. Tout part du choc de l'après-guerre et du totalitarisme. Ça crée une méfiance terrible envers la masse, la majorité. Ensuite, dans les années 50, des penseurs influents vont pointer du doigt la famille traditionnelle qui produirait des personnalités autoritaires. Puis arrive Hannah Arendt dans les années 60 et sa fameuse idée de la banalité du mal. En gros, le pire peut être commis par des gens qui ne font que suivre les règles. Le conformisme devient l'ennemi numéro 1. Résultat, la majorité est vue comme complaisante et certains intellectuels, comme Marcuse, vont chercher un nouvel espoir révolutionnaire du côté des minorités. Et voilà le basculement logique. Si obéir aux règles, être conformiste, peut mener au pire, alors, à l'inverse, désobéir, transgresser la norme, ça devient presque un acte moral, une preuve de vertu. C'est un renversement complet de perspective. Forcément, cette nouvelle méfiance envers le collectif, envers la norme, va avoir un impact énorme sur l'une de nos valeurs les plus fondamentales, la liberté. On assiste alors à la montée en puissance de ce que le philosophe Isaiah Berlin appelle la liberté négative. C'est-à-dire que la liberté, ce n'est plus la capacité de participer à la vie commune, mais le droit de ne pas être entravé par elle. C'est être libre de la communauté plutôt que libre au sein de la communauté. Et ça se traduit par quelque chose de très concret, un droit de retrait. C'est le droit de se désengager de ses devoirs collectifs, de se retirer de la famille, de la communauté, de la nation. En somme, c'est le droit de dire « vos responsabilités communes, ce n'est pas mon problème ». Et ça, bien sûr, ça change tout. Alors, qu'est-ce qui se passe quand cette vision de l'individu qui se retire du collectif se généralise? Eh bien, la société se fissure, elle se divise profondément. Et pour Beauregard, la fracture la plus nette aujourd'hui, elle n'est plus seulement économique, mais culturelle. Une nouvelle ligne de partage s'est dessinée ces 30 dernières années. Elle sépare ceux qui ont un diplôme universitaire des autres. Et ce tableau est saisissant. Il montre bien la déconnexion. D'un côté, une élite diplômée, aux valeurs progressistes, qui se méfie des institutions traditionnelles et se sent citoyenne du monde. De l'autre, les classes populaires, plus attachées à leur nation, à leurs traditions, et qui ont un sentiment très fort de ne plus être représentées. On a là deux mondes qui ne se comprennent plus. Et c'est évidemment le terreau parfait des révoltes populistes. Le diagnostic est posé, et il est assez sombre, on est d'accord. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Face à cette fracture, que peut-on faire? Beauregard propose une voie pour l'avenir, une sorte de conservatisme revisité. Sa proposition s'articule autour de 3 piliers. D'abord, un État qui assume son rôle d'éducateur, qui promeut activement un bien commun. Ensuite, renforcer ce qu'il appelle les petites patries, c'est-à-dire la famille, l'école, les associations locales, bref, tout ce qui crée du lien concret. Et enfin, troisième point essentiel, consolider la classe moyenne vue comme le ciment indispensable de la nation. Et tout cela nous laisse avec une question fondamentale, sans doute la plus difficile. Est-il possible de reconstruire un projet commun, un nous, sans pour autant écraser les libertés individuelles auxquelles on est si attaché? C'est tout le défi qui est posé.